Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Aujourd'hui commence une nouvelle formule, une nouvelle étape dans cette aventure du podcast. L'envol, jour 1. Je t'ai demandé ce que tu préférais comme fréquence de publication, un épisode par semaine un peu plus long ou 2 un peu plus courts. Bon, ça m'apprendra à te poser la question. Je pense que de temps en temps, je ferai une version longue. J'espère publier le lundi et le jeudi. N'hésite pas à me faire des retours sur cette nouvelle étape. Le temps s'organise autrement, avec des prises de rendez-vous et des rencontres géniales en perspective. Je suis trop happy. Allez, c'est parti. Salut. Cet épisode... Ah ben non, un jour, un thème, un podcast, it's over. Aujourd'hui, épisode 29, nous allons rencontrer un psychologue scolaire. Découvrir son univers, ses espoirs, ses sources de motivation, son regard sur les enfants, avec les moyens du bord, son approche de la psychologie, son parcours. Tout ça dans une ambiance de bar, au son du café. Je suis heureuse de te présenter. Je m'appelle Magali D, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. On a démarré. D'accord. Bonjour Stéphane. Bonjour Magali. Comment vas-tu ? Bah écoute, je vais bien, devant un thé, au chaud, après une journée plutôt sympa. Qu'est-ce que tu pourrais dire de toi si tu voulais te présenter en quelques mots ? Alors je suis un auditeur des podcasts, hein, donc je vais commencer par je suis un humain. Je suis un humain, je vais dire un accompagnant, un ami et un papa. Ok. Super. Je t'ai demandé de venir aujourd'hui, ou du moins de faire cette entrevue, parce que j'avais envie que tu parles de ton métier et de ton approche de l'humain, justement, parce qu'elle est particulière. Alors mon métier c'est psychologue, avec des enfants essentiellement. Alors peut-être commencer par pourquoi ce métier ? Pourquoi ce métier, Stéphane ? Alors voilà, je fais les questions et les réponses. Pourquoi ce métier ? Alors donc toujours eu l'idée d'être dans quelque chose avec de l'humain et hésitation à la fin de la terminale entre philo et psycho. Voilà, psychologie, c'est la seule discipline de l'aide. Tu as balayé d'autres types d'aide et tu en pratiques toi-même une autre de manière thérapeutique. C'est la seule qui est à la fac. Donc voilà. Et donc entre philo et psycho, je suis parti en psycho. J'ai découvert une discipline beaucoup plus scientifique qu'on ne le croirait. C'est peut-être c'est ce qui lui donne, je pense, son identité universitaire, hein, mais donc il cherche à vraiment être le plus scientifique possible. Et ça m'a surpris. Moi, j'étais bercé un peu de psychanalyse, je pensais pas que c'était aussi scientifique. Reste que parce qu'il y a plusieurs branches en psycho, on arrive à y trouver à un moment son chemin propre. Voilà. Ok. Comment tu définirais le tien alors ? Alors le mien, il est très pragmatique.
Alors, tu parles assez souvent de croyances. Alors moi, je vais le remettre en représentation. J'ai des représentations qui sont issues de mes lectures et des cours que j'ai pu avoir, et puis aussi d'échanges avec des collègues. Et moi, j'aime bien mélanger des approches. Et en fait, je crois que j'ai du mal à rentrer dans une chapelle théorique et à me dire qu'il faut toujours faire pareil et qu'il faut avoir toujours le même cadre. En gros, j'essaye d'adapter mon approche à la personne elle-même. Moi, je m'occupe plutôt d'enfants en difficulté. Donc, en fait, avec des collègues, ma réflexion, l'enfant, son entourage, on réfléchit à comment faire pour l'aider, et il n'y a pas forcément deux modalités identiques. Quand tu lui parles de chapelle, ça me parle quelque part, parce que il y a toujours une espèce de dogmatisme à parler d'un courant de pensée ou de défendre un point de vue d'un personnage qu'il a écrit dans un contexte, dans une histoire, et parce que c'était sa propre histoire ou sa propre expérience, le fruit de son expérience. Et j'ai toujours un peu de mal à me dire que parce que cette personne-là a pensé ça, et ça peut être très riche et très pertinent, et ça peut ouvrir des portes, ça m'embête, vraiment, ça me percute de se dire qu'il faudrait appliquer cette pensée-là à la lettre. Parce que ce n'est qu'une pensée qui a une histoire. Donc quand tu dis j'en fais pas une chapelle, c'est vraiment une notion qui me paraît vraiment importante pour la psychologie, mais pas que. Alors, il faut savoir que dans cette discipline, dans les universités, il y a des comment dirais-je, des luttes d'influence. Quand j'étais étudiant dans les années 80-90, c'était la psychanalyse qui gagnait. Et donc, si tu n'étais pas dans le champ de la psychanalyse, voilà, tu étais du mauvais côté de la barrière, on va le dire comme ça. Et aujourd'hui, ce sont les neurosciences qui sont en tête de gondole. Mais la psychanalyse n'est pas devenue de la merde pour autant. Il faut trouver des compromis. Voilà, il y a des approches en neurosciences qui sont très intéressantes, mais il y a aussi, voilà, moi j'aime beaucoup la psychologie sociale aussi, les rôles, les statuts. Voilà, c'est des choses qui me parlent aussi beaucoup dans une cour de récré ou dans une classe. Et voilà. Et puis après, avant tout, il y a le sujet, l'individu, ce qu'il va te renvoyer, qu'est-ce qui dysfonctionne. Où est la souffrance et comment on peut faire bouger ça. Et après, faut être un peu créatif aussi. Est-ce que tu continues, toi, à lire et à t'instruire et à apprendre sur le domaine de la psychologie et de la psychanalyse pour pas assez. Pour alimenter ton... Pas assez. Par manque de temps, tu penses? Ouais, je pense par manque de temps. Puis j'ai plein de hobbies aussi dans la vie, donc je me pose pas assez. Mais j'essaye un peu. Alors, je suis devenu un auditeur. Pas seulement de ton podcast, je l'écoute pas mal de choses. Voilà, ça peut être des cours qu'on peut retrouver en audio, voilà, sur différents médias. Voilà. C'est vrai que ce lecteur audio, il a quand même l'avantage de nous laisser une forme de liberté par rapport à ce qu'on fait à côté. On peut être en voiture, on peut être en train de courir. Exactement ça. Et du coup, on n'est pas forcément obligé de ne faire que ça. Alors, je m'adresse quand même à quelqu'un qui n'aime pas faire deux choses à la fois, j'en ai conscience. En est-il capable? Mais c'est vrai que cette version de pouvoir écouter quelque chose, ça nous ouvre des perspectives d'apprentissage qui sont énormes, je trouve. Je sais pas, c'est peut-être moins prenant. Ça fait du lien. Ça, comme le thé qu'on a devant nous, ça infuse doucement. Voilà, mais je pense que je ne fais. Alors, des fois, je peux me dire que je ne suis pas assez théorique, peut-être trop dans l'action, mais ça colle assez bien à ma personnalité. Donc, comme tout un chacun, j'essaie de faire coller mon métier à ma personnalité. Qu'est-ce que tu rencontres sur le terrain et qu'est-ce qui te nourrit au niveau de l'expérience professionnelle? Le mot rencontre est la première chose qui va. C'est le mot magique, c'est le mot rencontre. Chaque rencontre avec un jeune, c'est une altérité qu'on découvre. Donc c'est la rencontre et puis également, je me nourris beaucoup du travail en équipe, c'est-à-dire quand on est plusieurs partenaires sincèrement motivés par rapport à l'évolution d'une situation, on arrive toujours à trouver des pistes. Là-dessus, je rebondis aussi. Bon, tu le sais déjà, mais on partage vraiment cette vision que avoir un regard
thérapeutique, professionnelle ou orientée par une certaine forme de pensée sur un cas, un enfant, une problématique, une souffrance, c'est intéressant. Mais quand on fait une synergie à plusieurs et qu'on se pose des questions, qu'on se nourrit les uns des autres, je crois que c'est vraiment plus puissant. Après, c'est pas toujours quelque chose d'évident dans mon métier. Beaucoup de collègues, en libéral notamment, travaillent beaucoup en solitaire. Bon, il existe des mécanismes de régulation ou de supervision où on retrouve d'autres professionnels pour débattre de cas, mais tu peux en faire un exercice finalement très solitaire. Moi, je dirais à éviter, mais ça peut être un écueil. Et puis, de toute façon, des fois, la manière dont tu appréhendes une situation, tu te plantes, quoi. Des fois, tu y es pas, quoi. Et c'est bien d'avoir d'autres regards sur la même situation. Voilà. À quel moment tu sais que tu as réussi ? Ça, c'est une bonne question, votre honneur. Allez, on va dire que quand l'hémorragie s'arrête, c'est-à-dire quand ça se dégrade plus. Déjà, c'est un premier niveau de réussite. C'est-à-dire, on a étayé le truc, on tient l'édifice. Voilà. Et après, quand je sens chez l'individu, et pour un enfant, c'est plus difficile que chez un adulte, la notion de demande et la notion de désir de changer. Quand on sent chez l'individu des petites choses qui s'illuminent et comment dirais-je, qu'on sent qu'il se remet en mouvement dans le bon sens. C'est-à-dire que il arrive à se saisir d'outils qu'on lui tend. Quand un enfant ou un individu va mal, tu vas lui tendre plein d'outils. Il ne s'en saisit pas, il les rejette ou il les dénie. Voilà, c'est ça, quand l'autre se saisit des outils qu'on lui propose. Et qui commence à prendre en charge son propre chemin. Voilà, alors évidemment, c'est plus évident pour un adulte. Un enfant, il va avoir papa, maman qui vont lui dire attention, il faut que ça change. La maîtresse va lui dire ça, moi je peux lui dire ça. Mais lui, tant qu'il n'en est pas convaincu et tant qu'il... c'est un peu comme un adulte, hein, tant qu'il voit pas l'intérêt de changer ou de bouger, ça peut être compliqué. Tu vois chez des enfants ce désir profond de changer ? Parfois. Oui, mais ils n'ont pas toujours... comment dirais-je ? Ils n'en ont pas toujours conscience. Ils savent que la chose ne va pas, mais le changement ne passe pas que par eux, souvent chez les enfants. C'est-à-dire que, quelque part, si moi je suis un enfant, je vois bien que ça merde un peu, mais je sais qu'il faut peut-être qu'autour de moi, il y a quelques autres personnes qui bougent un peu. Et les enfants, ils ont du mal à avoir ce schéma un peu systémique. Tu veux dire que si on veut réellement apporter du soutien à un enfant, il faudrait d'abord commencer par écouter les adultes et aider les adultes avec lesquels ils grandissent. En tout cas, il faut que tout le monde soit dans cette énergie de bouger. Voilà. Il ne faut pas que ce soit seulement les parents qui poussent le gamin ou le gamin qui dit au secours et les parents qui fuient derrière, tu vois. Okay. C'est ça qui rend les choses plus compliquées. Quand un adulte ne s'adapte plus, ressent beaucoup de souffrance, est complètement hors du cadre, il va peut-être avoir une vraie demande pour lui-même et il va aller chercher de l'aide et des outils. Pour un enfant, c'est plus compliqué. Ça voudrait dire qu'il faudrait constituer comme une sorte d'équipe de coéducateurs pour pouvoir entourer l'enfant et constituer un cadre autour de lui pour lui apporter une forme d'ouverture, de soutien, oui. d'accompagnement. Le problème, c'est que pour constituer ça, souvent, il faut du temps. Et le temps de convaincre, le temps de réunir, parfois des contraintes administratives aussi, il ne faut pas le nier. Et quand tu arrives à ça, effectivement, ça fait contenance autour du jeune, ça fait sécurité. Voilà. Ça reconstitue une structure. En général, la souffrance vient de l'absence de sécurité ou en tout cas de ne plus la percevoir ou de ne pas la ressentir. Et donc, tu remets de la sécurité. Et donc, comme tu remets de la sécurité, il peut y avoir, à ce moment-là, on regrimpe des marches, en fait. On se sent peut-être capable d'en grimper. Ta plus grande victoire avec un enfant, est-ce que tu aurais une image de ça ? Tu peux te sentir qu'à un moment donné, tu t'es dit, là, le destin a changé quelque part pour lui après ces échanges, après ces rencontres, après ce suivi. Alors,
Oui, moi je me souviens d'avoir recroisé un jeune devenu adulte, un jeune que j'avais eu au, au Razed petit et que j'ai retrouvé adulte. Et il travaillait il travaillait dans un resto. Il était un resto gastronomique. Hein. Il était serveur et il avait la banane. Il semblait heureux et il avait dépassé son échec scolaire et puis il semblait s'être réconcilié avec la vie. Donc oui, ça c'est peut-être. Je vois son visage en premier, lui. Voilà, ce petit bonhomme là. Voilà. Après, il y a des moments où on n'y arrive pas, on galère c'est frustrant, hein, mais on essaye encore et encore. Est-ce que toi, personnellement, tu as un suivi thérapeutique ou bien sûr, j'imagine qu'en tant que psychologue, Alors, tu as dû faire un suivi un suivi de psy. Alors moi, je travaille dans une institution, l'éducation nationale pour ne pas la nommer, qui ne me propose pas ou quasiment pas de choses de ce genre. Ce qui n'est à la base pas très normal, puisqu'on devrait avoir des supervisions. Alors, je m'en suis financé moi-même à une époque, jusqu'à l'an dernier même, hein, je faisais partie d'un groupe. Et puis ensuite, moi j'ai fait un travail perso en 2 temps, il y a 5 ans et il y a 15 ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Le travail perso? Oui. Alors professionnellement, sans doute une meilleure capacité à savoir dire non à des situations qui font trop écho. Et peut-être une meilleure capacité d'analyse de certaines choses au niveau discours et perso, du déblaiement. J'ai fait un métier où on te parle beaucoup de choses qui ne vont pas, donc de choses pas toujours très agréables. Et le fait d'avoir un peu déblayé, ça me permet peut-être d'y faire face. Après, c'est un chemin de vie. On cherche à progresser, à avancer, à se connaître mieux, à être, pour ne pas plagier une expression, la meilleure version de soi-même. On cherche ça d'année en année, de mois en mois. Voilà. Quelque part, je pense qu'il y a quelque chose qui peut faire consensus, c'est qu'on n'a jamais complètement fini le travail. C'est qu'on déblaye, on est de plus en plus léger et on est de plus en plus nous-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'on fasse complètement table rase. Après, l'idée, à mon sens, le bien-être, c'est une définition vague, mais quand tu es à peu près en flottaison et que la vie est davantage joie que peine, après il y a de tout dans la vie, hein, et puis que tu sais faire face à peu près ce qui se présente sans trop avoir l'impression de perdre pied, ça roule. Est-ce que tu dirais que c'est l'état dans lequel tu es aujourd'hui? Ouais, ça va. Après, là, la situation actuelle est une situation qui me convient, mais ouais, ça va bien. J'ai des gens avec qui je refais le monde assez souvent et qui m'aident à avancer aussi. Ton paysage professionnel et personnel est finalement une série de rencontres et d'échanges humains. Mais de toute façon, tout est là-dedans. En tout cas, ça, c'est mon avis. Voilà, ce sont des rencontres fortuites et fort heureuses parfois qui font que eh bien, tu es encore plus fort dans ton boulot et encore plus bien dans ta vie. Merci pour cet échange. Avec plaisir. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et n'oublie pas, maintenant tu peux me trouver sur YouTube. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà lundi. Sensiblement différent.